Et si la victoire ne se décidait plus sur les lignes de front, mais dans les ténèbres, le froid, ou au cœur d'un nuage toxique? Imaginez une métropole moderne, comme Dnipro, frappée à l'aube par un missile dont nul expert n'avait encore deviné la forme. En un instant, un engin hybride, moitié bombe planante, moitié missile de croisière, explose en plein centre urbain. La population, comme les autorités, reste sidérée par cette attaque sans précédent, un choc comparable à ce que vécut Londres lors du premier Blitz, ou Hiroshima face à l'arme atomique, même si l'ampleur n'est pas la même, la sidération, elle, est identique. La ville bascule, une onde de choc, des volutes de fumée, puis l'obscurité. Les infrastructures énergétiques s'effondrent, les quartiers s'éteignent, les trains s'immobilisent, les gares se désertent. Plus de lumière, plus d'eau, les communications vacillent, les commerces ferment, l'économie urbaine chancelle, tout comme Paris paralysé lors des grandes coupures de courant des années 70. Mais ici, l'angoisse se double de la peur de nouvelles frappes. À l'est, l'explosion d'un oléoduc d'ammoniac libère un nuage toxique. Des milliers d'habitants menacés, une alerte écologique immédiate. Les dégâts, invisibles d'abord, pourraient détruire la terre, l'eau et les récoltes pour des années, compromettant la sécurité alimentaire de toute une région. Pensons à la catastrophe de Tchernobyl, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, ou au drame de Bhopal en Inde, où un nuage toxique a tué et mutilé des dizaines de milliers de personnes. Ce ne sont pas des coups isolés. Une séquence calculée, frappe ciblée sur les centrales, sabotage des transports, attaque sur les dépôts d'énergie. L'Ukraine subit un harcèlement méthodique, chaque assaut minant sa logistique, sa résilience, et surtout, le moral de ses citoyens. Ce harcèlement rappelle la guerre de Corée, où la destruction des infrastructures visait à briser l'endurance de la population, tout comme les bombardements alliés sur l'Allemagne nazie. Désormais, la guerre se joue loin des tranchées. L'énergie, la logistique et l'environnement sont devenus les nouveaux champs de bataille. Ignorer cette stratégie, c'est sous-estimer ses effets. Pertes civiles indirectes massives, effondrement économique difficilement réversible et péril écologique aux conséquences internationales. Pensons à la crise pétrolière de 1979, qui a paralysé des économies entières, ou à la sécheresse du Sahel qui, sans être causée par la guerre, a déstabilisé des sociétés entières. Plongeons ensemble dans les coulisses de cette nouvelle phase du conflit, pour révéler les armes, les tactiques, et surtout les enjeux cachés qui pourraient bouleverser l'avenir de la région. Car il ne s'agit plus simplement d'un conflit armé, mais d'une lutte totale, où chaque aspect de la vie devient une cible potentielle. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette mutation de la guerre, il faut revenir sur les nouveaux moyens déployés par Moscou depuis l'automne. Pourquoi la nuit du 11 octobre restera-t-elle ancrée dans la mémoire des Ukrainiens? Aux premières lueurs, Dnipro a été frappé par une arme inconnue, surgie sans avertissement. L'explosion, d'une technologie inédite, a figé la ville dans la stupeur. Des images, des récits, inondent aussitôt les réseaux sociaux, tandis que les autorités peinent à contenir l'angoisse. On se souvient, dans l'histoire, de la terreur provoquée par la première utilisation des V1 lors de la Seconde Guerre mondiale, où la population londonienne, prise au dépourvu, découvrit la réalité d'une menace technologique nouvelle. La confirmation officielle tombe vite. Le cœur énergétique du pays vient d'être frappé. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Kamensk, Kryvyi Rih et d'autres villes signalent des pannes massives. Les trains s'immobilisent, des quartiers entiers sont privés d'électricité, de chauffage, d'eau. On pense aux grandes pannes de courant qui ont frappé l'Amérique du Nord en 2003, plongeant des dizaines de millions de personnes dans le noir. Mais ici, la coupure s'accompagne de la peur, de la faim, du froid et du danger permanent. Même Kiev, la capitale, sombre partiellement dans l'obscurité. Le métro s'arrête, les transports s'effondrent, forçant des foules à déambuler dans les rues, sans possibilité de rentrer ni d'aller travailler. La routine s'effrite, la peur s'installe. Les taxis affichent des prix exorbitants, rappelant les moments d'urgence où la loi du marché s'impose brutalement, comme lors des grandes catastrophes naturelles ou des attentats. Derrière chaque déflagration, une stratégie transparente.
frapper au-delà du front, cibler la vie quotidienne. Il ne s'agit plus de viser des objectifs militaires, mais de fragiliser la résilience du pays, de miner la confiance et le moral. Cette logique avait déjà été expérimentée lors du siège de Sarajevo, où les snipers ne visaient pas seulement les soldats, mais les civils dans leur vie de tous les jours, instaurant une peur permanente. La guerre se déplace. Elle cible énergie, transport, communication, tout ce qui permet à une société de tenir dans la durée. L'hiver approche, et chaque attaque contre l'électricité ou le chauffage menace la survie même des civils. Les systèmes essentiels deviennent des lignes de front invisibles. Détruire une centrale, c'est semer la vulnérabilité. Ce sont des millions de vies suspendues à chaque nuit, chaque matin, sous la menace d'un nouvel assaut technologique. La ligne de front est désormais partout. Mais la nouveauté ne tient pas seulement à la force de ces frappes. Leur nature hybride, leur imprévisibilité, laissent entrevoir une nouvelle définition de la guerre au XXIe siècle, où chaque attaque redessine les contours de la sécurité nationale. La question n'est plus seulement militaire. Comment un pays peut-il se défendre quand chaque foyer devient une cible? Pour comprendre, il faut plonger dans la mécanique de ces attaques et leurs conséquences sur la société ukrainienne. Quand la technologie bouleverse les règles, une question s'impose. Assistons-nous à la naissance d'une nouvelle forme de guerre hybride? Depuis plusieurs semaines, les frappes russes révèlent un saut technologique déconcertant. De nouveaux missiles et bombes planantes frappent désormais toutes les grandes villes dans un rayon de 120 km. Plus aucune zone urbaine n'est réellement à l'abri. Le sentiment de sécurité s'effondre partout en Ukraine. À Dnipro, à Kiev, la population vit sous tension. Le bruit soudain des explosions, l'apparition d'armes inconnues, la confusion qui se répand sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit plus seulement de craindre un front lointain, mais de ressentir une vulnérabilité constante. L'espoir d'un quotidien normal disparaît. Chacun découvre que l'arrière n'existe plus. Les frappes ne visent plus seulement la capitale. Elles s'abattent sur le cœur industriel. Dnipro, Kharkiv, Poltava, Soumy, jusqu'à la paisible région de Cherkassy. Toute l'Ukraine centrale se retrouve dans la ligne de mire. L'objectif n'est plus la victoire tactique immédiate, mais l'épuisement des infrastructures, couper l'électricité, l'eau, paralyser les transports, ralentir les secours. Un nouveau seuil vient d'être franchi avec le sabotage d'un oléoduc d'ammoniac. L'épisode rappelle la catastrophe de Toulouse, survenue il y a plus de 20 ans. Ici, la fuite massive de gaz toxiques provoque un désastre environnemental et sanitaire, jetant de l'ombre bien au-delà de la zone des combats. Ce type d'attaque, à la frontière du terrorisme écologique, élargit brutalement le champ des menaces. Sur le front, la guerre se transforme. Les drones sont devenus les armes invisibles de la profondeur. Ils frappent sans avertir les convois militaires, détruisent les dépôts logistiques, désorganisent la rotation des troupes. Une colonne touchée devient un goulot d'étranglement, capable de ralentir un secteur entier. Cette stratégie rappelle l'utilisation des sous-marins durant la Première Guerre mondiale, où l'attaque des lignes logistiques visait à asphyxier l'adversaire sans combat direct. Peu à peu, l'ancienne logique d'attrition laisse place à une épreuve logistique totale. Les pertes humaines directes diminuent, mais ce sont désormais les effets dominos qui menacent tout le tissu social. Coupures électriques, ruptures d'approvisionnement, montée d'une angoisse collective fragile et persistante. Face à cette mutation, les défenses traditionnelles semblent dépassées. La vulnérabilité se diffuse partout. La ligne de front n'est plus un espace défini, mais une toile qui sert l'ensemble du pays. Mais l'hiver approche, rendant la situation encore plus tendue. Les prochaines semaines pourraient faire basculer l'équilibre du conflit. Le front n'est plus un simple champ de mines. C'est désormais une trappe climatique où chaque pas peut s'avérer fatal, pour les soldats comme pour les civils. L'hiver qui approche s'annonce implacable. Les météorologues prédisent un froid d'une intensité inédite depuis plusieurs décennies. Des deux côtés, les commandements savent que la survie dépendra d'une logistique à la limite de la rupture. Lors du siège de Leningrad, durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de civils sont morts du froid et de la faim, preuve que la météo peut devenir une arme. Lorsque les températures chutent,
Le carburant fige dans les cuves. Les moteurs refusent obstinément de démarrer. Les générateurs lâchent sans prévenir. Et les radios, essentielles à toute coordination, deviennent muettes ou imprévisibles. La neige s'accumule et coupe les transmissions. L'humidité s'infiltre partout, rendant chaque intervention technique hasardeuse. Désormais, l'hypothermie n'est plus une menace lointaine. C'est un adversaire qui frappe jour et nuit. Dans ce contexte, la victoire ne sourira pas forcément au plus fort, mais au plus organisé. Le vrai combat se déroule à l'arrière, dans les entrepôts, sur les routes gelées, autour des convois de ravitaillement. Acheminer le carburant, réparer une pompe ou distribuer des vêtements chauds devient une lutte de chaque instant. Chaque détail logistique prend la dimension d'une question de vie ou de mort. L'hiver transforme la moindre panne en catastrophe potentielle, la moindre erreur en drame collectif. Mais une nouvelle menace s'ajoute. Les frappes sur les infrastructures, déjà redoutables, prennent une dimension stratégique. Couper le chauffage ou l'eau d'une ville devient une arme aussi puissante qu'un missile. Une seule nuit sans courant, et la population se rassemble, transit, dans l'obscurité, l'angoisse grandissante. Les transports s'arrêtent, les réserves fondent. Réparer une pièce ou trouver une batterie relève de l'exploit. Le moral des troupes s'effrite, celui des civils vacille. La fatigue et la peur s'infiltrent partout. À mesure que l'hiver avance, chaque défaillance pèse plus lourd. La survie de milliers de civils, la stabilité du front, tout dépend de la capacité à tenir le froid à distance, malgré les pénuries et les destructions. Mais sous cette pression, une tentation dangereuse grandit, celle d'utiliser des méthodes interdites, alors que la guerre glisse lentement vers une escalade sans retour. Sur ce champ de bataille gelé, chaque choix peut précipiter un basculement irréversible. Mais alors que la tension grimpe, une question obsède tous les esprits. Jusqu'où les belligérants sont-ils prêts à aller? Saboter un pipeline ou frapper un transformateur? Jusqu'où peut-on aller pour reprendre l'avantage? Cette question, jadis digne d'un roman d'espionnage, est désormais au centre de la guerre moderne. Les dernières semaines ont marqué un tournant. La destruction du pipeline d'ammoniac Taletti-Odessa n'est plus un simple fait d'armes, mais frôle l'écoterrorisme, exposant non seulement les combattants, mais aussi des milliers de civils à des risques toxiques majeurs. En France, il y a plus de 20 ans, l'explosion d'un site chimique avait coûté la vie à une trentaine de personnes et empoisonné des milliers d'autres. Aujourd'hui, un nouveau drame menace l'Ukraine. Une fuite d'ammoniac n'est pas qu'une rupture d'approvisionnement. C'est un nuage mortel qui plane sur les villages, contamine les sols, les rivières, parfois bien au-delà de la ligne de front. Les conséquences sanitaires, humaines et écologiques pourraient se chiffrer en dizaines, voire centaines de vies, et rester impossibles à réparer. À l'international, ce type de sabotage devient un pari à double tranchant. Il affaiblit certes l'ennemi, mais l'effet boomerang est immédiat. La légitimité de ceux qui orchestrent ces actes s'effrite, y compris parmi leurs alliés traditionnels. L'opinion publique, déjà usée par la durée du conflit, commence à douter. Chaque pipeline saboté, c'est aussi la confiance qui se dissout, goutte à goutte, vers la lassitude ou la réprobation. Face à cela, la stratégie russe ne vise plus seulement la ligne de front. Elle cible l'arrière, désorganise la logistique, cherche à provoquer la panique et à épuiser la population. Les frappes sur l'énergie, l'eau ou les infrastructures poursuivent un objectif clair: rendre le quotidien insupportable, pousser l'adversaire à l'erreur, à un geste trop radical qui pourrait faire éclater les alliances. Dans ce climat, l'organisation logistique et l'adaptation deviennent des armes aussi décisives que les drones ou les missiles. L'information, ou son absence, prend une importance vitale. Une coupure médiatique ou une vague de désinformation peut parfois infliger plus de dégâts qu'un bombardement. Il ne s'agit plus simplement de tenir une position, mais de survivre à un chaos soigneusement entretenu, de préserver le moral malgré la peur et l'usure. Laisser la spirale de la radicalisation s'ancrer, c'est ouvrir la porte à une guerre sans limite, aux conséquences écologiques et politiques incontrôlables. La frontière entre la défense nécessaire et l'irréparable s'estompe. Chaque sabotage, chaque action extrême
repousse un peu plus les règles fragiles que la guerre tente encore de préserver. Rappelons la guerre du Vietnam, où l'utilisation d'armes chimiques comme l'agent orange a laissé des séquelles pendant des générations, ou la destruction des champs pétrolifères koweïtiens en 1991, qui a transformé le ciel en nuit permanente. Que peut-on alors anticiper pour les mois à venir? La pression ne cesse de monter, et l'hiver qui approche pourrait encore tout bouleverser. Pour anticiper, il faut analyser plusieurs scénarios. Une intensification des frappes sur les infrastructures critiques, une multiplication des actes de sabotage, et peut-être l'entrée en jeu de nouvelles armes, comme les cyberattaques massives, déjà testées en Estonie en 2007. Alors que le froid s'installe, chaque nouvelle attaque sur les infrastructures pourrait avoir des effets décuplés sur la population. La guerre entre dans une phase où la survie quotidienne devient un enjeu aussi crucial que les batailles militaires. Ce que les cartes ne racontent pas, ce sont les coupures brutales, le froid qui s'infiltre partout, la peur muette qui s'installe. La guerre ne se joue pas seulement à la ligne de front. Elle s'écrit dans l'obscurité d'un salon glacial, dans une rue ensevelie sous la neige, ou dans le silence d'une usine figée. La technologie des frappes n'est qu'une facette. Le véritable bouleversement, c'est la guerre contre l'énergie, contre le moral, contre tout espoir d'un retour à la normale. Quand l'hiver s'abat, chaque coupure d'électricité devient une arme sourde. Chaque nuit sans chauffage affaiblit les corps. Chaque matin sans eau alourdit la lassitude. Ici, la résistance dépasse les tranchées. Elle s'invente chez les familles, les soignants, les enfants qui apprennent à survivre avec moins. La ligne de front traverse chaque cuisine, chaque école, chaque file d'attente pour un peu de chaleur. Elle se niche dans les gestes dérisoires pour économiser la lumière, dans les élans de solidarité qui maintiennent un pays debout. Fermer les yeux sur ces nouvelles formes de guerre, c'est ouvrir la porte à d'autres drames, ailleurs, demain. Les conséquences dépassent largement les frontières, hausse des prix, tensions politiques, instabilité économique, menaces écologiques. Nous sommes tous concernés, car la guerre moderne ne connaît plus de zones protégées. C'est pourquoi il faut s'informer, questionner les récits officiels, mesurer l'ampleur de ces batailles invisibles. La vérité ne se trouve pas seulement dans les bilans ou les images spectaculaires, mais dans la vie de millions de civils pris au piège d'un conflit sans nom. À chacun de s'interroger. Comment distinguer l'essentiel de l'accessoire? Comment rester lucide face à la profusion de récits et d'intérêts croisés? L'avenir de la paix dépend de notre vigilance collective et de notre capacité à comprendre les nouvelles logiques du conflit. Ne laissons pas l'indifférence s'installer. Informez-vous, partagez, débattez. Car ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine pourrait, demain, redéfinir notre propre sécurité. Que faire alors, concrètement, pour ne pas rester simple spectateur? Premièrement, soutenir les ONG engagées sur le terrain, comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge, qui assurent des missions humanitaires essentielles dans les zones dévastées. Deuxièmement, encourager la transparence de l'information en vérifiant les sources, en dénonçant les fausses nouvelles et en refusant la désinformation. Troisièmement, exiger de nos gouvernements qu'ils investissent dans la résilience des infrastructures, non seulement pour aider les pays en guerre, mais pour anticiper d'éventuelles menaces chez nous. Enfin, cultiver la solidarité, car l'histoire montre que ce sont les sociétés solidaires qui résistent le mieux au choc, comme l'ont prouvé la résistance française pendant l'occupation, ou les mouvements citoyens lors de la chute du mur de Berlin. La question de la limite dans la guerre hybride reste ouverte, mais notre capacité à comprendre, anticiper et agir collectivement peut, elle, tracer la frontière entre le chaos et la reconstruction. À nous de choisir de quel côté de l'histoire nous voulons être.